Pour l'énoncé d'enjeu, on parle du débat sur la décriminalisation des drogues dures en Colombie-Britannique. Paolo va prendre le parti conservateur de Pierre Poilievre, puis moi je vais prendre le parti libéral de Justin Trudeau. Parfait. Aujourd'hui, nous débattons sur la dépénalisation de la possession de drogue dure au Canada. Donc, c'est une mesure qui a été inspirée par le projet pilote en Colombie-Britannique. Cette politique, ça permet aux adultes de posséder 2,5 grammes comme des opioïdes, de la cocaïne, méthamphétamine, MDMA, pour usage personnel. Et ça, c'est sans poursuite pénale, ce qui veut dire que c'est 100% légal. L'objectif déclaré, c'est de réduire la stigmatisation, encourager les usagers à chercher de l'aide et diminuer les risques associés à cette consommation. Cependant, cette approche comporte de nombreux dangers. En facilitant l'accès à des drogues extrêmement dangereuses, ça augmente les risques pour la santé publique. Donc, ça surcharge notre système de santé, ça met en péril la sécurité de nos communautés. Donc, ma position aujourd'hui est claire. Je m'oppose à cette mesure car elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Dans ce débat, je vais démontrer pourquoi la dépénalisation des drogues dures, ce n'est pas la solution et pourquoi il est essentiel de protéger nos sociétés en renforçant les mesures et en créant du soutien et des manières de prévention plutôt que de rendre ces drogues dures accessibles. En 2024, il y a eu en moyenne 21 décès par jour liés aux opioïdes au Canada. C'est un chiffre qui illustre vraiment l'ampleur de la situation et à quel point c'est une grosse crise. Depuis 2016, plus de 47 000 décès par toxicité apparente aux opioïdes ont été signalés au Canada. Il y a une forte proportion dans ces décès qui sont liés directement au fentanyl. En 2024, 81% des décès par overdose aux opioïdes impliquent du fentanyl et cette proportion a augmenté de 42% depuis 2016. Donc c'est vraiment énorme. La dangerosité des drogues impliquées. Donc par exemple, le fentanyl, c'est une drogue extrêmement puissante et la simple proportion d'un grain de sel pourrait donner la mort à un humain. Donc en plus, elle est cachée dans la cocaïne, la méthamphétamine et d'autres drogues, donc ce qui fait que c'est encore plus difficile de se protéger de cette drogue. Donc ça augmente vraiment le risque de surdose. Le fentanyl et ses analogues sont les principaux responsables des décès en overdose au Canada. Et la majorité des décès en overdose en 2024 se sont produits chez des personnes âgées de 30 à 39 ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas des enfants, mais c'est quand même des personnes qui ont toute leur vie devant eux. Ils sont jeunes et c'est des personnes qui ont une famille, des amis, une vie sociale, une vie financière. Ils laissent tout ça derrière à cause de ces drogues dures. Les jeunes adultes, ils sont clairement plus vulnérables aux pressions sociales et à l'expérimentation. Donc, par exemple, lorsque vous êtes au club ou à une fête et que quelqu'un vous propose des drogues dures, donc c'est quand vous êtes plus jeune et donc en tant que jeune adulte. Pour ce qui est des effets lors de la COVID-19, donc durant la COVID-19, les personnes étaient vraiment renfermées chez eux et étaient vraiment tout seuls. Ils ont donc utilisé plus de drogues et ils ont vraiment été plus essayé des drogues dures durant cette période de temps. Et ça a aussi même fait essayer des drogues dures à des personnes qui n'en avaient jamais consommé avant, donc c'était vraiment pas bon. Ce qui est pour les impacts sur les services de santé d'urgence, donc en raison des overdoses fréquentes liées à ces drogues dures, les services d'urgence et les hôpitaux sont vraiment rechargés, donc ça va retarder des personnes qui devraient se faire soigner. Je vais donner un exemple. Par exemple, une personne se fait hospitaliser à cause d'une overdose, ça va prendre la place de quelqu'un qui aurait pu avoir un cancer, un accident de voiture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être évité et qui va peut-être même coûter la vie à quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la chance et qui finit sans aide et sans moyen d'être hospitalisé. Donc c'est des situations de crise qui sont liées aux drogues dures et c'est un nombre élevé d'hospitalisations pour empoisonnement
à cause des opioïdes, puis c'est avec une forte prévalence de stimulants impliqués. Donc, ça démontre vraiment un problème de santé publique qui continue de croître. Pour ce qui est des impacts sur la santé et les services de santé au Canada, donc l'augmentation des hospitalisations liées aux drogues dures. Donc, les drogues dures comme la cocaïne, méthamphétamine, héroïne, etc., ils sont associés à des taux élevés d'hospitalisation en raison des surdoses, infections aussi, ainsi que complications médicales sévères. Par exemple, les admissions à l'hôpital liées à la cocaïne ont doublé entre 1996 et 2005. Bien que le nombre a un peu diminué par la suite, c'est vraiment des milliers de cas qui continuent d'affecter le système canadien chaque année. Pour ce qui est sur la conséquence de la santé mentale et physique, les consommateurs de drogues dures comme la méthamphétamine, cocaïne, etc., ils souffrent fréquemment de troubles mentaux sévères et donc ça inclut des épisodes psychotiques, dépression, etc., même comportements suicidaires. Environ 5% des Canadiens ont déclaré que leur consommation de drogue a eu un impact négatif sur leur santé mentale ou même santé physique au cours de la dernière année. Ce qui est des coûts pour le système de santé, les coûts qui sont liés aux soins de santé pour traiter les complications de drogue sont vraiment énormes. Donc en 2014, la consommation de cocaïne a entraîné environ 80 millions de dollars en coûts de soins de santé au Canada. Par la suite, les pertes de productivité dues aux maladies, aux décès prématurés et à l'invalidité causée par ces drogues sont estimées à 300 millions de dollars en 2014 par la cocaïne seulement. De plus, le taux de mortalité est élevé. La consommation de drogue dure, ça entraîne des surdoses fréquentes. Donc au Québec, le taux de mortalité attribuable aux opioïdes, ça continue d'augmenter avec plus de 208 décès en 2016, ce qui est énorme. La conséquence pour les jeunes. Donc, les jeunes adultes de 20 à 24 ans, ils sont particulièrement touchés. C'est avec un taux de consommation élevé pour les drogues comme la cocaïne, méthamphétamine, etc., qui augmente vraiment les risques sur leur développement psychologique et physique. Donc, lorsqu'on utilise des drogues dures comme celle-ci, il va vraiment avoir un impact qui va les suivre sûrement jusqu'au restant de leur vie. Pour ce qui est de l'impact social communautaire, la consommation de drogues dures. Donc, l'augmentation de la criminalité et les coûts sociaux. Donc, la consommation des drogues dures, comme cocaïne, fétamine, etc., que j'ai mentionné plus tôt, ça fait une grande augmentation dans la criminalité, notamment des vols, agressions, infractions liées au trafic, etc. Donc, en 2014, la cocaïne représentait la deuxième cause de coûts élevés de justice pénale au Canada. Et après l'alcool, donc c'est juste après, avec des coûts qui sont presque à 2 milliards de dollars, donc 1,9 milliard de dollars, et près de 90% de ces coûts étaient attribués à des interventions policières, des procédures judiciaires et des services correctionnels. Ce qui est des effets négatifs sur les relations sociales et la communauté. Donc les méfaits liés à la consommation de drogue, ça affecte non seulement la santé des individus, mais aussi leur intégration sociale autour d'eux. Donc, leur relation familiale, leur relation financière, etc. 5% des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont rapporté avoir eu au moins un méfait lié à la consommation de drogue et ça a donc des effets négatifs sur leur santé mentale, vie sociale, stabilité financière, etc. Ce qui est des désavantages pour les communautés défavorisées. Donc, la consommation de drogue est plus élevée dans les communautés socialement et matériellement défavorisées. Et les personnes qui vivent dans des milieux très défavorisés, ils ont déjà des problèmes liés à la drogue, car c'est un peu relié. Et déjà qu'ils ont des problèmes liés à la consommation de drogue dure dans des pays pauvres et des communautés qui sont pauvres, lorsque c'est pas encore décriminalisé. Donc, ce qu'il voudrait dire, c'est que si la consommation de drogue dure était vraiment décriminalisée, il y aurait encore plus une grosse augmentation et il y aurait des effets encore plus négatifs sur les communautés qui n'ont déjà pas de chance et qui sont déjà en pauvreté en ce moment. Parfait. Donc, avant de commencer avec les arguments du Parti libéral, j'aimerais apporter des nuances envers c'est quoi la différence entre la décriminalisation et la légalisation. Je trouve ça vraiment important. Donc, la décriminalisation, ça a deux types. Tu as le de facto, de jure. Donc, de facto, c'est dans les faits, sans changement de loi, et de jure, c'est
avec un changement de loi, donc c'est juridique. De facto, c'est par exemple, on va demander aux policiers, on va donner une consigne de ne pas procéder à une arrestation pour des possessions mineures de drogue. Donc, dans les faits, dans le code criminel, c'est encore illégal, mais on fait des exceptions. De jure, c'est une imposition d'une sanction non criminelle ou d'une contravention qui va permettre une possession établie en quantité, donc mettons comme dans le cas de 2,5 grammes. La légalisation, c'est une infraction qui est supprimée du code criminel. Donc, comme au Canada pour l'alcool, le tabac et récemment la marijuana. Donc, je pourrais être dans la rue avec ma caisse de 24 de Coors Light, puis ça va pas je vais pas me faire arrêter. C'est sûr que la possession est illégale, mais il y a des choses derrière qui sont illégales. Donc, mettons, conduire sous l'influence, c'est encore illégal. Dans notre cas, la décriminalisation, c'est de jure, donc ça va y avoir un changement dans la loi. Donc, on va permettre, comme Paolo l'a dit, 2,5 grammes sous ta possession, aussi de méthamphétamine, opioïdes, etc. Mais ça veut aussi dire que l'importation, l'exportation, la production, la vente au noir va demeurer illégale et interdit, puis sous peine de prison. Et aussi, une autre nuance à apporter, seulement les adultes de 18 ans et plus peuvent consommer, ça doit être à usage récréatif. Et aussi, c'est interdit dans les écoles, garderies, aéroports, navires, hélicoptères, dans tous les lieux publics qui font du sens. Donc, tu as le droit d'en posséder, mettons, dans un parc, mais tu ne peux pas avoir dans un établissement. Puis les établissements peuvent établir leurs propres règles avec ça. Donc, mettons, une entreprise peut établir leurs propres règles avec la possession. Donc, s'il y en a des arguments, premièrement, ça va réduire l'incarcération de masse et les coûts par le système juridique. Donc, la guerre contre les opioïdes, ça va apporter beaucoup d'augmentation du nombre de personnes incarcérées pour des possessions mineures. Donc, la décriminalisation va justement diminuer ce taux-là. Ça va aussi aider à sortir les personnes qui sont dans la minorité de se faire, de se faire incarcérer quand ils sont déjà dans la minorité et sont plus aptes à prendre des drogues dures parce que justement, ils sont une minorité, ils ont déjà leurs propres problèmes en tant que minorité. Donc, par exemple, 80% des 1,5 million de cas de possession de drogue, des arrestations, désolé, aux États-Unis, c'était des possessions mineures. Donc, ça va nous causer. Non, on est en projet. On a. Ok. On coupe ça. Non, on continue. Oui. Mais genre, on prend comment. Donc, tout l'argent qui a été mis pour, justement, aux États-Unis, pour incriminer ces personnes-là qui sont en possession mineure, pour être redirigé vers des préventions, des traitements pour les personnes en dépendance. L'accès aussi aux soins de la réhabilitation avec la décriminalisation va aussi être augmenté. Ça va enlever la stigmatisation derrière l'utilisation et aussi la discrimination. Donc, comme Paolo un peu l'a dit, il y a beaucoup de discrimination envers les minorités qui sont plus en utilisation des drogues dures. Donc, justement, le simple fait qu'on va pouvoir posséder 2,5 grammes, ça a enlevé toute cette partie de la population qui se fait un peu comme discriminée, qui se fait souvent poursuivre, puis beaucoup de mandats d'arrestation. Donc, la décriminalisation, ça va envoyer les personnes vers des soins médicaux à la place de les envoyer dans des sanctions qui sont pénales.
Donc, le but, c'est de traiter la consommation comme un problème de santé publique et non comme un problème criminel. Par exemple, en Oregon, après la décriminalisation de certaines drogues en 2020, les fonds étaient alloués aux services de santé pour justement aider avec la dépendance. Des milliers ont eu accès à des soins à la place d'aller avoir des sanctions pénales. Donc, le fait de rediriger l'argent qui irait envers les sanctions pénales, payer les policiers, tout ça, pour des crimes mineurs, ça va être redirigé vers les services de santé. Donc, pour mon prochain argument, la réduction des risques de santé publique, donc donner un meilleur accès à des services de réduction de risques avec la décriminalisation, comme par exemple les centres d'injection supervisés, ça va diminuer les risques d'overdose et de contracter les maladies comme l'hépatite C et le VIH. Donc, la plupart des gens qui sont en dépendance n'ont pas assez d'argent pour acheter plein de seringues, donc ils vont souvent se partager une seringue, ce qui vraiment promouvoit la transmission de maladies comme l'hépatite C et le VIH. Donc, par exemple, à Vancouver, les centres d'injection supervisés ont permis de réduire de 35% les overdoses parce que non seulement ils vont s'assurer que c'est une nouvelle seringue pour tout le monde, ils vont aussi regarder ce qu'il y a dans la drogue que tu veux prendre et ils vont savoir si, comme Paulo le dit, s'il y a un taux trop élevé de fentanyl qui rend minime, pourrait tuer la personne donc ils vont décourager les overdoses et prévenir ça. Donc ils vont aussi, comme je disais tantôt, prévenir l'utilisation du VIH, la transmission du VIH et l'hépatite C. Ok, donc pour enfin revenir sur ce que Noah a dit, puis sur ce que le Parti libéral propose. Donc, la décriminalisation seule, ça va vraiment pas résoudre les problèmes structurels qui sont liés à l'incarcération de masse, car il y a beaucoup d'autres délits qui vont continuer de surpeupler les prisons. Donc, ça va être compensé en fait par une augmentation d'arrestations pour des crimes associés à l'usage des drogues quand même. Donc, vol, violence, etc. Ça va donc maintenir encore une pression sur le système juridique. Donc, par exemple, au Portugal, bien que la population carcérale pour infractions liées aux drogues ait vraiment diminué, les défis sociaux liés à l'usage de drogue n'ont vraiment pas disparu, comme par exemple l'augmentation des sans-abri et de la pauvreté liée à la consommation des stupéfiants, et il n'y a pas eu de progrès à ce niveau-là. Enfin, la simple réduction des arrestations pour possession, ça ne s'attaque vraiment pas aux racines des problèmes et ça ne s'attaque pas aux racines de l'inégalité raciale et sociale dans le système judiciaire. Pour continuer, l'accès aux soins et à la réhabilitation. Donc, bien que la discriminalisation redirige vers les soins, elle ne garantit pas l'accès universel au traitement. Donc, dans de nombreux pays, les infrastructures de soins ainsi que l'argent pour créer des structures, en fait, pour aider les personnes qui sont dépendantes de drogue dure, en fait, ils n'ont pas les moyens. Donc, ça reste vraiment sous-financé dans plusieurs pays. Par exemple, le Portugal, ça montre des résultats positifs, certes, mais par exemple, ce modèle est difficilement exportable sans des investissements massifs dans les soins de santé. Et par exemple, en Oregon, bien que des fonds ont été alloués aux soins, il y a eu des retards dans la mise de place des services. Aussi, il y a eu beaucoup de critiques qui soulignent la discriminalisation, qui peut donner en fait une fausse impression que ces drogues est sans danger. Car en ce moment, ces drogues dures ne sont pas légales et si vous en avez, sont des peines pénales à cause d'une raison. Elles sont dangereuses. Si on décriminalise ces drogues dures, en fait, est-ce que ça pourrait même donner une pensée qui pourrait faire croire à la société que ces drogues dures ne sont pas un réel danger? Est-ce que ça enlèverait ce risque de danger? Certainement pas.
Donc, il faut vraiment que ça soit clair que ces drogues dures, ils vont toujours l'être mortels. Donc, ça pourrait même accroître la population si on discriminalise ces drogues dures. Pour ce qui est des réductions des risques de santé publique, donc la décriminalisation ne résout pas nécessairement les problèmes de santé publique liés à la consommation de drogue. Si les centres d'injection ainsi que les programmes d'échange de seringues peuvent réduire les risques de transmission de maladies, ok, mais ils ne réduisent pas la consommation de drogue en soi. Donc, ça pourrait encourager un usage plus fréquent et non contrôlé. Donc, de plus, ces programmes nécessitent des ressources importantes. Puis, ils sont souvent mal acceptés par la population car c'est quand même pour une raison qui est controversée. Ça peut limiter leur expansion et leur efficacité dans certains contextes, cette approbation. Et par ailleurs, dans des pays comme le Canada, où ces centres existent pas d'aide, mais pour aider à se faire piquer, etc., les problèmes liés à la consommation de drogue, comme les overdoses, il reste un réel danger de santé publique majeur. Donc, c'est vraiment pas la solution. Donc, en ce qui en est de ce que tu dis sur les crimes qui vont quand même être causés par d'autres crimes de drogue. Donc, la plupart, comme j'ai dit tantôt, des crimes liés à une infraction vers les drogues, c'est tout le temps des crimes de possession mineure. Donc, le simple fait de donner droit à 2,5 grammes de possession, ça va enlever toute cette masse-là. 80% des personnes qui vont se faire poursuivre pénalement, ils vont pas se faire poursuivre. Ça va donner plus d'argent au gouvernement, au système juridique, au système de santé pour justement aider ces personnes-là à la place de les pénaliser. On devrait seulement pénaliser les personnes qui sont en train de vendre ces drogues-là, les gens qui sont dans le marché noir qui vendent ça. Donc, on ne devrait pas pénaliser les personnes qui souffrent de ce monde, et plutôt ceux qui causent le problème. En ce qui en est pour le problème de santé publique, donc tu as dit que les sites les sites d'injection sécuritaire, ça va inciter les gens à plus consommer. Il y aura tout le temps des gens qui vont consommer des drogues et décriminaliser, ça va pas nécessairement apporter une augmentation dans le fait que ça va juste rendre le problème plus... Les gens vont plus connaître ce problème parce que justement c'est comme nouveau, il y a de la décriminalisation, maintenant c'est illégal 2,5 grammes, ils vont se renseigner puis ils vont peut-être même arrêter d'en prendre parce que... ils vont pas arrêter d'en prendre. Ils vont être déconseillés d'en prendre parce qu'ils vont comprendre que ces personnes-là, ils ont besoin d'aller chercher de l'aide et tout ça. Donc, puis les sites d'injection, c'est vraiment, ça marche, c'est pas cher, c'est vraiment dans une tente, c'est pas une infrastructure qui coûte cher à faire. C'est vraiment simple, c'est une tente, des seringues, des tests, des kits pour tester les drogues et des infirmières qui sont payées. Donc, même des fois bénévoles. Donc, ça coûte vraiment pas cher à installer, puis ça l'aide vraiment à combattre les overdoses. Justement, on veut diminuer ça, même si c'est de aider les gens à s'injecter. On veut s'assurer qu'ils font en sécurité et sans risque à leur santé, sans trop de risques à leur santé. Et j'en ai de l'augmentation de la consommation. Justement, je vais continuer sur ce point-là avec ma réfutation de tes arguments. Donc, tu dis que la décriminalisation va apporter plus de problèmes à la santé mentale, ça va pas aider à combattre ça. Mm-hmm. Au contraire, ça va aider à combattre ça parce que justement, les gens vont il y aura moins de stigmatisation derrière la possession, donc les gens vont plus vouloir aller chercher de l'aide que quand c'est comme je suis un criminel parce que je possède cette drogue-là, parce que j'en prends. Les gens vont se dire, maintenant que c'est légal d'en prendre 2,5, je peux aller chercher de l'aide, j'ai pas de stress avec ça, ça diminue le stress et l'opinion publique sur ça. Donc,
par exemple, au Portugal, 90% des personnes qui sont envoyées par la police vers des centres d'aide, ils vont y participer activement. Donc ça montre que les gens ils veulent vraiment sortir de ce cycle vicieux de consommation et de dépendance. Donc c'est ça. Et de ce que tu as dit sur l'augmentation de la consommation, c'est totalement faux. En prenant l'exemple sur Portugal, oui, tu dis qu'ils ont déboursé beaucoup d'argent dans le programme, tout ça, pour aider les gens, tout ça. Pas tous les pays peuvent faire ça, mais comme je dis tantôt, à la place de débourser plus d'argent pour incarcérer du monde qui ont besoin d'aide, simplement le fait de le remettre dans les services pour ceux-ci, pour les aider, ça va vraiment aider. Comme par exemple, 25 000, c'est le taux de consommation de drogue dure au Portugal est parti, en une décennie, est passé de 100 000 à 25 000. Donc, ça montre que ça déconstruit un peu l'argument que ça va augmenter. Et ça montre que ça ne va pas dégrader la sécurité publique. Parce que les gens vont plus vouloir chercher de l'aide et c'est ça. Donc, la réduction de VIH, hépatite C a chuté aussi de 90% juste par les centres d'injection et l'aide apportée à eux. Donc, il y a beaucoup plus de bénéfices à décriminaliser les drogues dures que de justement garder ça illégal, même la possession mineure. Donc, ça prouve qu'avec des politiques de soutien, ça va vraiment renforcer la sécurité et la santé des consommateurs. Et aussi, ça va diminuer même le taux de consommation en enlevant la stigmatisation derrière tout ça. C'est pas mal ça. Ok, donc pour terminer, je veux dire que pour ce qui est de la sécurité publique, la décriminalisation, ça pourrait réduire les arrestations pour possession, certes, peut-être, mais elle pourrait aussi rendre la consommation beaucoup plus accessible. Ça va donc aggraver les problèmes de criminalité liés à la drogue. Donc, même sans incarcération pour possession, la consommation de drogue dure, ça reste dangereuse et ça pourrait quand même mener à plus de vols, plus de violence, de comportements antisociaux pour en fait financer l'addiction puis tout ce qui a rapport à ces drogues dures-là. Pour ce qui est de la santé publique, j'aimerais ça dire qu'il faudrait rediriger les consommateurs vers des soins. C'est ça qu'il faut faire et oui, c'est une bonne idée comme tu l'as proposé. Mais par contre, les infrastructures de santé ne sont souvent pas prêtes à répondre à la demande. Donc, il n'y en a pas assez, le personnel n'est pas là. Il faut aussi comprendre que avoir des infrastructures comme ça coûte beaucoup et il y a donc beaucoup de pays qui ne peuvent pas se le permettre. Sans oublier, une petite parenthèse, que oui, ces tests dans les tentes faits par des professionnels, des infirmières et tout pour faire en sorte, pour être sûr que vous ne s'injectez pas quelque chose que vous ne savez pas dans le corps, certes c'est une bonne idée. Par contre, il ne faut pas oublier que ces infrastructures comme ça et ces tests, ils peuvent pas toutes voir, ils peuvent pas toutes être sûrs qu'il y a des drogues en fait qu'ils ne peuvent pas voir à travers ces tests-là. Donc ils vont pas pouvoir réaliser vraiment toutes les drogues que vous utilisez qui pourraient être mauvaises pour vous. Donc moi je pense que ça donne un peu l'impression qu'on entend ça, que la consommation de drogue dure c'est moins risqué, alors que ça ne l'est pas, puis ça augmenterait ainsi les problèmes de dépendance, les coûts de soins de santé, c'est sûr, car le monde utiliserait plus. Pour ce qui est de la décriminalisation, pour ce qui est de l'augmentation de la consommation, la décriminalisation peut rendre l'usage de drogue dure plus socialement acceptable. Donc les personnes auraient, oui, moins honte d'en parler, mais ça veut aussi dire que les personnes seraient plus ouvertes et ils voudraient peut-être plus consommer que si ce n'est pas décriminalisé. Surtout pour les jeunes, même avec des problèmes de réduction de risque, ça pourrait encourager à plus de gens à essayer ces substances qui sont très dangereuses, puis ça augmenterait la consommation globale ainsi que les risques pour la société. Donc, la pandémie d'opioïdes affecte les individus et les familles à travers les États. Plutôt que d'envoyer les personnes ayant besoin d'aide
en prison. La décriminalisation garde ceux-ci en sécurité, en santé et assure le bien-être de la société. L'exemple du Portugal est un exemple qui démontre que la décriminalisation des drogues dures peut réduire les décès par overdose, ayant baissé ceux-ci de 80% en une décennie, obtenant aussi le taux le plus bas de décès par overdose de l'Europe de l'Ouest, qui est comme le 10e de l'Angleterre. Et ça va aussi améliorer l'accès aux soins et diminuer les risques de santé publique tout en réduisant l'incarcération de masse et les coûts par le système juridique. Donc, on voit que des bienfaits à décriminaliser la possession mineure de drogue dure. Donc, ça va être un bénéfice pour la société, pour les minorités, pour les personnes qui ont juste besoin d'aide dans cette société, qui sont réprimées par une loi qui est non juste. Ok. Tu conclus, toi? Ok. Donc, pour conclure, en fait, moi je pense que vous devrez suivre la vision en fait du Parti conservateur, puis de m'écouter, parce qu'en fait, la décriminalisation des drogues dures, ça peut sembler réduire les arrestations, certes, mais elle pourrait en réalité accroître la consommation, accroître les crimes, ainsi que les problèmes de santé, puis ça pourrait créer beaucoup plus de risques pour la société. Donc, il ne faudrait pas que cette décriminalisation arrive. Merci d'avoir écouté.